Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle question de traumatologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en charge des plaies de la main. Il s'agit d'un sujet d'actualité en cette période de l'Aïd el-Kbir. Alors, comme vous le savez tous, le rituel du sacrifice du mouton, le Behat al-Kibsh, entraîne un bon nombre de lésions et à leur tête les plaies de la main. Chaque année, les pavillons des urgences de traumatologie reçoivent un nombre très élevé de plaies de la main durant les jours de l'Aïd. Alors, dans cet exposé, nous allons voir la conduite à tenir pratique devant une plaie de la main. Je ne vais pas vous donner des notions de théorie ou de physiologie ou de physiopathe ou autre, mais nous allons essayer de voir la conduite pratique proprement dite. On va se mettre dans des conditions réelles. On est au pavillon des urgences, on reçoit un patient qui présente une plaie de la main et nous allons essayer de voir ensemble les principes de base de la prise en charge d'une plaie de la main, les différentes étapes et l'ordre chronologique de la prise en charge des différentes lésions, mais également on verra les pièges et les erreurs à ne pas commettre. Alors, la main possède des fonctions très précieuses et elle est souvent considérée comme étant l'organe le plus important du corps humain, juste après le cœur. Les plaies de la main sont souvent complexes et entraînent des altérations plus ou moins variables des fonctions de la main, d'où la nécessité d'un bilan lésionnel précis et d'une stratégie thérapeutique bien adaptée afin d'essayer de restaurer au mieux ces fonctions très importantes. Alors, l'examen clinique d'une plaie de la main est souvent difficile en raison de la douleur. Souvent, c'est des patients qui sont très douloureux et du coup, l'examen clinique initial est assez difficile. Mais cet examen clinique, il doit permettre de déceler rapidement l'éventuelle existence d'une lésion vasculaire majeure qui peut entraîner une dévascularisation importante et qui représente une urgence, les lésions tendineuses par un testing des différents tendons fléchisseurs et extenseurs. Les lésions nerveuses, quant à elles, il faut souvent rechercher les signes sensitifs, souvent rechercher une diminution, une abolition de la sensibilité au niveau des doigts, parce que le testing musculaire est souvent très difficile par la douleur. Donc, il faut surtout se fier à l'atteinte sensitive au niveau des doigts. Et bien sûr, il faudra rechercher l'existence de fractures ou de luxations. Le blessé, à son arrivée au pavillon des urgences, doit bénéficier d'un premier bilan clinique avant la réalisation de toute anesthésie. Bien évidemment, on commencera par l'interrogatoire. Les données classiques de l'anamnèse seront recherchées, à savoir l'âge, le sexe, le contexte et les circonstances de l'accident, le délai de la prise en charge, les antécédents, les notions d'allergie. Il faudra aussi préciser la profession, s'il s'agit d'une profession manuelle ou non, préciser aussi s'il s'agit de l'atteinte du côté dominant ou non, mais également il faudra aussi préciser si le patient est à jeun par rapport à l'anesthésie, parce que souvent les plaies de la main doivent être opérées en urgence. Pour ce qui est de l'examen clinique, il faut savoir que la plupart des plaies de la main qu'on reçoit au pavillon des urgences de traumatologie, les patients viennent avec un pansement. Soit le pansement a été fait par le patient lui-même ou un parent, ou bien il a été fait par un médecin ou un infirmier d'un autre centre sanitaire. Et il faut surtout penser à bien humidifier le pansement avec du sérum physiologique avant de l'enlever. Souvent, lorsque le pansement il est mis directement sur la plaie, avec le sang qui se coagule, le pansement va devenir adhérent et collant. Et si on essaie de l'enlever directement, on risque d'aggraver ou d'entraîner d'autres lésions cutanées. Donc, toujours penser à bien imbiber, humidifier le pansement avec du sérum physiologique avant de l'enlever. Lorsqu'on enlève le pansement, on se retrouve devant deux cas de figure. Alors, soit on a une plaie qui est nette, soit une plaie confuse. Les plaies nettes, généralement, sont occasionnées par des objets tranchants, par exemple un coup de couteau ou bien une blessure par du verre. Quant aux plaies contuses, c'est souvent les plaies par écrasement. Donc, souvent, on a deux cas de figure, soit une plaie nette, soit une plaie contuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, le bilan moteur est souvent difficile pour ce qui est des nerfs et le bilan sensitif est plus concluant. Toujours, il faudra rechercher une diminution ou une abolition de la sensibilité en amont de la plaie. Il faudra bien sûr aussi apprécier l'état vasculaire de la main. On peut l'apprécier de différentes manières. Alors, soit par la vitesse de recoloration du lit inguinal ou par le remplissage des pupilles digitales après compression.
On réalise tout simplement une compression au niveau de l'angle jusqu'à ce qu'il devienne blanc. Ensuite, dès qu'on lève la compression, normalement, l'angle va retrouver une couleur normale rosée au bout de 3-4 secondes. La même chose pour les pubs. Donc, on réalise une compression au niveau des pubs digitales jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches. Et dès qu'on lâche la compression, normalement, on retrouve une couleur normale. Si on n'obtient pas une recoloration, ou bien si elle est obtenue, mais de façon retardée, là, il faudra évoquer et penser suspecter des lésions vasculaires. Bien sûr, en cas de dévascularisation complète, souvent c'est évident. Le patient il vient avec un doigt qui est quasi amputé. Généralement, il tient uniquement avec la peau. Et c'est un doigt qui est complètement blanchâtre. Là, on sait directement qu'il y a une atteinte vasculaire majeure. On peut également proposer le test d'Allen. Le test d'Allen consiste à faire une compression au niveau du poignet. Alors, on comprime des deux côtés, côté de l'artère ulnaire et côté de l'artère radiale. On réalise une compression pendant un certain temps jusqu'à obtenir un aspect blanchâtre de la main qui signe l'ischémie. Ensuite, on lève la compression d'un côté pour vérifier la perméabilité. Par exemple, on comprime au niveau des deux côtés, côté radial, côté ulnaire, puis on lève la compression du côté ulnaire. Et si on obtient une recoloration rapide des doigts du côté ulnaire, 4e, 5e doigt, ça veut dire que le test est normal et que la vascularisation, il y a une bonne suppléance vasculaire. Quels sont les cas où on doit demander une radiographie? Bien sûr, devant tout traumatisme violent. Lorsqu'on a un traumatisme violent avec une main qui est déformée, ou on suspecte une fracture ou une luxation, on demande une radiographie, généralement une radiographie standard de face et de profil. Également, un autre cas, c'est les plaies par projection, surtout avec les plaies avec projection d'éclat métallique. Donc, on demande une radiographie à la recherche de corps étrangers. Un autre cas également, c'est les injections à haute pression. Alors, souvent, c'est des accidents de travail et c'est des gens qui s'injectent par erreur. Hein, ils injectent par erreur dans leurs mains et leurs doigts des produits, généralement, c'est des produits chimiques, radio-opaques, à haute pression. Donc, dans ce cas-là, il faudra toujours demander une radiographie à la recherche d'éventuels corps étrangers radio-opaques. Au terme de ce premier bilan clinique, je précise, ce premier bilan clinique, on le fait dès l'arrivée du patient avant toute anesthésie. Au terme de ce premier bilan clinique, bien sûr, il est très important d'expliquer au patient la nature des lésions apparentes. Donc, il faut expliquer au patient les lésions qu'on voit et les lésions qu'on suspecte. Mais bien sûr, il faut bien préciser au patient que seule l'exploration chirurgicale permettra de poser un diagnostic lésionnel précis et d'affirmer le diagnostic. Donc, on explique au patient ce qu'il a, mais on lui précise que le bilan lésionnel complet, on l'obtiendra une fois qu'on aura réalisé l'exploration chirurgicale. Toute plaie de la main doit être explorée au bloc opératoire. Il faut vraiment bien retenir cette phrase. S'il y a quelque chose à retenir de cet exposé aujourd'hui, c'est vraiment cette phrase. Toute plaie de la main doit être explorée au bloc opératoire. Je vais la répéter plusieurs fois et on en discutera à la fin de ce propos. Donc, toute plaie de la main justifie une exploration chirurgicale au bloc opératoire. Bien sûr, cette exploration chirurgicale est précédée par une préparation. L'anesthésie du membre, alors généralement, souvent, on opte pour une anesthésie uniquement du membre lésé, avec un bloc axillaire, donc c'est une anesthésie qui va de l'épaule jusqu'au doigt. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir une bonne anesthésie, on peut travailler à l'aise, et le patient reste éveillé, et la récupération est plus rapide, et souvent le patient peut sortir le jour même, quelques heures après l'intervention. Pour les plaies de la main, on utilise un garrot pneumatique. Donc, c'est un garrot qu'on place à la racine du membre, au niveau de la partie inférieure du bras, et qu'on le gonfle à une certaine pression jusqu'à obtenir une ischémie. Et l'avantage, c'est d'avoir un champ opératoire exsangue, et on pourra réaliser notre exploration de façon optimale. Si on n'utilise pas le garrot pneumatique, on risque d'être gêné et embêté par les saignements au niveau de la plaie. Et l'exploration sera difficile, laborieuse, elle va durer plus de temps et surtout, on risque de passer à côté de lésions importantes qu'on ne pourra pas voir en raison de ce saignement. Donc, on préfère souvent travailler avec garrot pneumatique. Avant de commencer, bien sûr, il faut bien brosser la plaie, surtout les plaies contuses pour enlever tout agent contaminant et associer un lavage abondant sérum physiologique afin d'obtenir une plaie propre et commencer l'exploration chirurgicale. Alors, cette exploration chirurgicale doit être faite étape par étape et l'ensemble des tissus lésés doivent être explorés de façon soigneuse, plan par plan.
Pour ce qui est du revêtement cutané, il est très important d'apprécier la vitalité du revêtement cutané. Il y a des éléments importants à rechercher, surtout dans les plaies simples. Là je vous ai montré l'image d'une plaie assez complexe, confuse. Et dans les plaies simples, il faut rechercher des ecchymoses, un décollement cutané ou un hématome sous-cutané. Pourquoi? Parce que ces éléments-là peuvent aboutir à une nécrose cutanée secondaire. Alors, si vous voyez une plaie avec un hématome sous la peau ou bien un tissu cutané qui est décollé, c'est des patients qui risquent de mal évoluer et cette peau risque d'évoluer vers la nécrose, donc ça justifie une surveillance assez rigoureuse de ces patients. Et bien sûr, il faudra apprécier la perte de substance cutanée. Par exemple, sur cette image-là, on a une plaie confuse avec une perte de substance très, très importante. Pour les vaisseaux, bien sûr, on est devant, alors soit on est devant un tableau de dévascularisation nette, comme sur cette image. Regardez sur cette image, un traumatisme grave avec le doigt qui tient pratiquement juste avec la peau. Et regardez la couleur, la coloration de ce doigt, il est blanchâtre par rapport aux autres doigts. Ça, c'est pratiquement une dévascularisation. On sait qu'il y a une lésion vasculaire majeure, il y a une lésion de deux pédicules de part et d'autre, une lésion vasculaire majeure. Sinon, pour les autres cas, souvent, il faut faire attention, souvent la contusion vasculaire est souvent sous-estimée. On a l'impression que le doigt est bien coloré, on se dit qu'il n'y a pas de lésion, alors qu'en réalité, il y a des lésions qui évoluent à bas bruit. Alors, bien sûr, on peut apprécier l'état vasculaire par différentes méthodes, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut apprécier le pouls capillaire, la coloration des extrémités digitales, la chaleur cutanée, et bien sûr, on peut réaliser des tests de recoloration NGAL et des pulpes digitales. Maintenant, pour ce qui est des nerfs, le problème des nerfs, c'est que, bien sûr, lorsqu'il y a une section, on la voit, mais le plus difficile, c'est d'évaluer l'étendue de la contusion du nerf. Ça, c'est assez difficile. Par exemple, quand vous regardez ce schéma, on voit qu'ici, il y a une section du nerf, mais la difficulté, c'est d'apprécier l'étendue de la contusion du nerf, parce que souvent, le nerf, il y a une contusion de part et d'autre au niveau des deux verges. Il y a un élément qui peut orienter, c'est l'hématome qui chemine sous l'épinèvre. Donc, souvent, on suit l'épinèvre et souvent, il y a un hématome en continuité de la plaie. Et le repère, c'est là où l'hématome s'arrête. Ça signe l'étendue de cette lésion. Pour ce qui est des fractures et des luxations, il faut donner une grande importance aux lésions articulaires. Lorsqu'on a une luxation ouverte ou bien une plaie au niveau de l'articulation, ces lésions doivent impérativement être soigneusement explorées et bien lavées. Pourquoi? Parce que c'est des lésions articulaires, cette articulation elle est ouverte, et donc elle risque d'évoluer rapidement vers une arthrite septique. Donc une luxation ouverte ou plaie articulaire doit être soigneusement explorée et bien lavée pour éviter le risque et le passage à une arthrite septique. Souvent, on préfère associer l'immobilisation au post-opératoire, toujours dans la perspective d'éviter l'évolution vers une arthrite septique. Pour ce qui est des tendons, lorsqu'on a des lésions tendineuses, des sections tendineuses, il faut savoir que les tendons fléchisseurs cheminent dans des gaines digitales. Les deux tendons fléchisseurs des doigts longs, on a un tendon profond et un tendon superficiel. Ils cheminent dans une gaine digitale jusqu'à la base du doigt. Donc, lorsqu'on a une section tendineuse avec ouverture de la gaine doit être soigneusement lavée pour vraiment procéder au lavage de la gaine restante. Pourquoi? Parce que comme c'est une gaine digitale qui prend tout le doigt jusqu'à la base du doigt, si on a par malheur une infection, cette infection risque de se propager le long de la gaine et entraîner un phlegmon du doigt. Donc toute section du tendon doit justifier le lavage de la gaine restante. Parfois, il ne faut pas hésiter à faire une contre-incision pour faire le lavage. Par exemple, ici, on a une plaie ici avec une lésion du tendon fléchisseur. Il ne faut pas hésiter à faire une autre incision au niveau de la troisième phalange pour procéder au lavage soigneux de la gaine. Alors, une fois le bilan lésionnel établi, il est important d'adapter la stratégie thérapeutique. Le plan de réparation des différentes lésions doit être bien clair et obéir à un ordre bien précis. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Imaginons, on a une plaie de la main assez complexe avec multiples lésions. Lésions tendineuses, lésions nerveuses, lésions vasculaires, lésions osseuses et bien sûr lésions cutanées.
quelle est pour vous la stratégie thérapeutique et l'ordre chronologique? Alors, pour vous, par quoi on doit commencer en premier, l'ordre chronologique? Quelle lésion doit-on commencer par en premier? Est-ce que c'est la lésion vasculaire? Est-ce que c'est la lésion nerveuse, tendineuse, osseuse ou cutanée? Qu'est-ce qu'on doit réparer en deuxième? Et ainsi de suite. Alors, on va essayer de se mettre dans des conditions réelles. On est au pavillon des urgences, on reçoit un patient avec un traumatisme grave. On fait notre bilan lésionnel au bloc opératoire, bien sûr, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, toute plaie de la main doit être explorée au bloc opératoire. Et on se retrouve avec toutes ces lésions. Lésions tendineuses, lésions nerveuses, lésions vasculaires, fractures osseuses et lésions cutanées. Donc, je vous pose cette question, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Chacun d'entre vous essaye de classer l'ordre chronologique, par quoi on doit commencer en premier, en deuxième, et ainsi de suite, pour voir, et on verra ensemble la réponse pour voir si votre raisonnement est cohérent ou non. Donc, je rappelle encore une fois, traumatisme de la main avec multiples lésions tendineuses, vasculaires, nerveuses, osseuses et cutanées. Quel est l'ordre chronologique de la prise en charge de ces lésions? Par quelles lésions doit-on réparer en premier? Voilà, donc l'ordre chronologique va s'établir comme suit. Donc, la stratégie thérapeutique, on doit commencer par la stabilisation de la fracture osseuse, ensuite la réparation des tendons, la réparation des nerfs, la réparation des vaisseaux, et à la fin la fermeture et la reconstruction du revêtement cutané. Au fait, cet ordre chronologique obéit à un raisonnement assez logique. Donc, il faut toujours commencer par le plan le plus profond et terminer par le plan le plus superficiel. Donc, le plan le plus profond, c'est l'os. Il faudra toujours commencer par stabiliser la fracture pour ensuite réparer les tendons, les nerfs, les vaisseaux et la peau. Donc, toujours aller du plan le plus profond jusqu'au plan le plus superficiel. Si on prend par exemple un cas de figure, là on a ces lésions, alors on ne stabilise pas la fracture, on laisse la fracture en dernier, on procède à la réparation des tendons, on procède à la réparation des nerfs et des vaisseaux. Il faut savoir que la réparation des nerfs et des vaisseaux, elle fait appel à la microchirurgie. On utilise le microscope, c'est une chirurgie très fine, très précise, on utilise un fil très très fin, et c'est des sutures, des réparations qui restent assez fragiles. Souvent, on répare les nerfs et les vaisseaux avec du fil 9 ou 10-0. Donc, c'est un fil très fin. Donc, imaginez, on procède à la réparation des tendons et des nerfs et des vaisseaux, et ensuite, on veut essayer de stabiliser la fracture. Si on veut stabiliser la fracture, on doit procéder à des manipulations. On doit tirer, on doit faire des manipulations pour réduire la fracture, et ces manipulations-là, on risque léser, d'altérer les lésions nerveuses et vasculaires qu'on a réalisées. Donc, toujours commencer par le plan le plus profond. Je vais vous donner un autre cas de figure. Imaginons, OK, on a commencé par le plan le plus profond. On a procédé à la stabilisation de la fracture. Ensuite, on laisse la lésion tendineuse en dernier. On répare les nerfs et les vaisseaux sous microscope. Et ensuite, on essaie de réparer les tendons. Là aussi, la même chose. Pour réparer un tendon, on doit procéder à des manipulations. Souvent, on réalise une flexion des doigts ou du poignet pour rapprocher les deux tendineux. Avec la suture, on risque de léser les lésions nerveuses et vasculaires. Imaginez, on se tape 3 ou 4 heures pour réparer les nerfs et les vaisseaux, pour qu'à la suite, on essaie de réparer les tendons et on bousille notre réparation nerveuse ou vasculaire. Donc, il faut bien retenir que l'ordre chronologique des lésions doit obéir à un ordre bien précis et il faut aller du plan le plus profond vers le plan et terminer par le plan superficiel. Donc, toujours stabilisation de l'os, ensuite réparation des tendons, réparation des nerfs, réparation des vaisseaux et à la fin, bien sûr, fermeture du revêtement cutané. Pour la stabilisation de l'os, des fractures, toujours essayer d'avoir une réduction anatomique de la fracture et de la stabiliser avec un moyen d'ostéosynthèse stable qui peut faire appel soit à des broches, des vis et des plaques. Là, c'est une image avec des fractures multiples au niveau des phalanges qui ont été stabilisées par des broches. Bien sûr, toujours essayer de privilégier un montage qui permettra une mobilisation précoce, ça permettra d'éviter les raideurs. Alors, pour les tendons, bien sûr, toujours privilégier la réparation directe, la suture directe. Il faut savoir que les sections tendineuses nettes donnent des berges tendineuses qui sont nettes. Lorsque vous avez une plaie par un coup de couteau, souvent la plaie elle est nette au niveau du tendon et ces plaies-là sont facilement réparables parce que la qualité du tendon elle est bonne et donc on pourra réparer le tendon de façon directe. Contrairement
aux plaies par contusion. Souvent, il y a une perte de substance cutanée où la réparation directe est parfois difficile, parfois même impossible. Et là, on est amené à, à faire des greffes tendineuses avec plusieurs interventions, etc. Donc, toujours essayer de procéder à une réparation directe et les plaies, souvent les plaies nettes, donnent de bons résultats. Pour les lésions nerveuses, il faut savoir que lorsqu'on a une plaie de la main avec de multiples lésions, en réalité, le pronostic fonctionnel va être surtout lié à la récupération nerveuse. Ainsi, on a beau réduire la fracture et faire un montage solide, une bonne réparation des tendons et des vaisseaux, si le patient ne sent pas, ça va être, pour le patient, ça va être un échec, pour nous aussi. Donc, en réalité, une main traumatique complexe, le pronostic fonctionnel va être en grande partie lié à la récupération nerveuse. D'où l'intérêt de procéder à une réparation très soigneuse et rigoureuse de ces nerfs. Bien sûr, la réparation nerveuse se fait sous microscope avec un fil très fin et toujours privilégier la réparation directe microchirurgicale. Bien sûr, là, le même principe pour les tendons s'applique pour les nerfs. Plus la section est nette, souvent les nerfs sont de bonne qualité, on pourra faire une réparation directe. Si la plaie est confuse, on risque d'avoir une perte de substance cutanée et là, on pourra être amené à proposer une greffe nerveuse secondairement. Ici, sur l'image de haut, une section nette du nerf avec les deux bouts. Et là, c'est après le résultat, après une suture microchirurgicale. Pour ce qui est des lésions vasculaires, c'est vrai que l'apport de la microchirurgie vasculaire a vraiment amélioré la traumatologie de la main. Et bien sûr, devant toute suspicion, l'existence de lésions vasculaires fait que devant toute plaie de la main doit être considérée comme une urgence vasculaire jusqu'à preuve du contraire. Lorsqu'on reçoit une main avec une plaie contuse, cette plaie doit être considérée comme une urgence vasculaire jusqu'à preuve du contraire. Et bien sûr, c'est les mêmes techniques. La réparation vasculaire doit se faire de façon précise et de façon microchirurgicale. Et bien sûr, on termine par la couverture cutanée. Toujours le même principe, toujours essayer de privilégier la fermeture primaire, la fermeture directe de la peau et du revêtement cutané. Si on ne peut pas faire une fermeture directe lorsqu'il y a une perte de substance cutanée importante, on peut faire appel soit à une greffe de peau, soit à des lambeaux. La greffe de peau, c'est de prendre un morceau de peau au niveau du poignet ou du bras, parfois même au niveau de la cuisse, et de couvrir la perte de substance, ou bien les lambeaux. Les lambeaux, il y a différents lambeaux. On peut les réaliser soit en urgence le jour même, soit secondairement. Là, je vous ai montré l'exemple d'un lambeau régional. Là, on voit une plaie au niveau de l'extrémité du troisième doigt, avec perte de substance. Alors là, ici, on ne peut pas faire une fermeture directe du tissu cutané. Donc, on a procédé à un revêtement, un lambeau régional. Régional, ça veut dire qu'il est pris au niveau de la région, au niveau de la zone de la plaie. Donc, on prend un lambeau ici et on le glisse. C'est un lambeau de glissement, regardez, il permet de couvrir la perte de substance cutanée. Alors, il y a différents types de lambeaux. Il y a les lambeaux régionaux, il y a les lambeaux qu'on prend au niveau du même doigt qu'on appelle lambeau homodactyle. Il y a des lambeaux qu'on prend d'un autre doigt, on appelle ça lambeau hétérodactyle. Il y a des lambeaux qu'on prend au niveau du poignet, au niveau d'autres régions de la peau. Donc, c'est des lambeaux variés. On peut les proposer soit en urgence ou de façon secondaire. Maintenant, il y a un certain nombre de pièges et erreurs à connaître bien sûr, et à ne pas utiliser, à ne pas le commettre en pratique, dans notre pratique, dans la prise en charge des plaies de la main. Alors, les erreurs à ne pas commettre. La première, c'est faut ne jamais se méfier, il faut toujours se méfier et jamais sous-estimer une plaie punctiforme. Souvent, une plaie punctiforme peut créer des lésions pluritissulaires. Il faut vraiment se méfier des plaies punctiformes. Regardez cette image de gauche. Vous avez une plaie de 1,5 cm. Il faut vraiment se méfier de cette plaie. Surtout si le patient vous dit que c'est une plaie occasionnée par un objet tranchant. Il faut savoir que souvent, les plaies punctiformes sont occasionnées par des objets tranchants. L'impact au niveau de la peau, il est vraiment minime. Ici, par exemple, 1,5 cm, mais c'est des plaies qui sont profondes. Par exemple, un coup de couteau, au niveau de la peau, il vous donnera 1,5 ou 1 cm, mais les dégâts à l'intérieur sont souvent assez profonds. D'ailleurs, regardez l'attitude de la main du patient. Il a le deuxième doigt en extension, donc il n'arrive pas à fléchir
le doigt comme les autres doigts, et donc il y a une atteinte des tendons fléchisseurs de la main. Et regardez cette il faut vraiment se méfier des plaies punctiformes. Il ne faut pas se dire que c'est une plaie punctiforme, donc il n'y a rien, il n'y a pas de dégâts, on fait un point de suture et on le laisse filer. Malheureusement, on reçoit encore beaucoup de patients comme ça, et le malheur, c'est qu'on on les reçoit pas en urgence. Hein. Si on les reçoit le lendemain ou 2 jours après, on peut rectifier le tir. Le problème, c'est que souvent, on les reçoit plusieurs semaines, plusieurs mois après, et souvent, c'est le patient qui vient, il vous dit, docteur, moi j'ai eu une plaie qui n'a pas été explorée, on m'a juste suturé la plaie, et j'arrive pas à fléchir mon doigt. Et le problème, si vous voyez ce patient-là à 2 ou 3 mois, les tendons se rétractent. Les deux bouts du tendon, surtout le bout proximal, il va se rétracter. Et du coup, on ne pourra pas faire une suture directe. Et là, on devra lui proposer une greffe tendineuse. Souvent, c'est 2 ou 3 interventions avec un résultat fonctionnel qui est incertain. Donc, vraiment se méfier, prêter toute attention aux plaies punctiformes. Souvent, les plaies punctiformes, surtout occasionnées par des objets tranchants, sont des plaies assez profondes et entraînent des lésions très importantes. Par contre, regardez cette image sur la droite. On a une plaie de quasiment qui prend toute la surface de la main, de 8 à 10 cm. Par contre, cette plaie, elle intéresse uniquement le revêtement cutané. Et donc, ça, c'est une plaie superficielle. Si on fait la comparaison entre les deux images, ici, on a une plaie de 1,5 cm, mais avec des dégâts importants. Ici, on a une plaie de 10 cm, mais qui est superficielle. Donc, vraiment, l'intérêt de se méfier des plaies punctiformes. Et là, je reviens à ma phrase, toute plaie de la main doit être explorée au bloc opératoire. Toujours dans le même sens. Alors, toujours dans le même sens, je reviens à cet exemple. Là, regardez, l'attitude du patient, déjà, l'attitude clinique, elle oriente vers une lésion des fléchisseurs. Il n'arrive pas à fléchir ses doigts. Si on a le même cas, avec une plaie punctiforme, mais avec un examen clinique normal, donc le patient arrive à fléchir tous ses doigts, là aussi, ça justifie une exploration au bloc opératoire. Pourquoi? Même si l'examen clinique est normal. Pourquoi? Parfois, on a des lésions partielles des tendons. Je vous donne un exemple. Par exemple, le tendon, il y a une section à 70% du tendon. Donc, il y a 30% qui tiennent. Et avec ces 30%, il pourra fléchir son doigt. Si on se dit, tiens, l'examen clinique est normal, il fléchit ses doigts, donc le tendon est intact, on suture la peau, on l'envoie balader. Ce patient risque par la suite cette section de 70% risque de se compléter, de s'aggraver et de devenir une section à 100%. Et là, il ne pourra pas fléchir ses doigts. Donc là aussi, on a vu beaucoup de cas où l'examen clinique initial est normal, on ne fait pas d'exploration, il revient plusieurs semaines après avec une impossibilité de fléchir le doigt. Donc je reviens encore une fois à la même chose. Une plaie punctiforme, même avec un examen clinique normal, justifie une prise en charge, une exploration chirurgicale. Alors toujours, il ne faut pas hésiter à s'agrandir lors de l'exploration chirurgicale. Par exemple, vous avez cette plaie-là, on ne va pas explorer à travers une plaie de 1,5 cm. On est obligé de s'agrandir. Et en matière de chirurgie de la main, il y a une règle, il ne faut pas hésiter à s'agrandir tant qu'il faudra pour bien explorer la plaie. Par exemple, ici, on devra rajouter 1 ou 2 cm en distal, rajouter 1 ou 2 cm en proximal pour bien ouvrir notre plaie, bien explorer, pour ne pas passer à côté de lésions importantes. Vraiment, ça c'est un principe qu'il faut retenir. Il faut toujours, alors toute plaie de la main doit être explorée au bloc opératoire et il ne faut pas hésiter à bien s'agrandir, à bien ouvrir la plaie pour avoir une meilleure exploration. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour la peau, il faut être très attentif aux ecchymoses. Lorsqu'on a une plaie simple, mais avec une ecchymose ou un hématome sous la peau, un décollement cutané, il faut vraiment être très, très, très attentif parce que ces lésions-là peuvent se transformer secondairement en nécrose cutanée. Donc, ces lésions-là, lorsqu'on a ces lésions-là, le patient, il faudra vraiment le suivre de près. Il ne faut pas hésiter à le convoquer, même s'il faut le voir tous les jours, il faudra le convoquer tous les jours pour contrôler l'état de sa main. Là aussi, sur les sutures vasculaires et nerveuses, souvent on recommande de ne pas mettre d'antiseptique sur les sutures parce qu'elles peuvent entraîner des altérations. Lorsqu'on a des sutures nerveuses et vasculaires, on se contente de sérum physiologique. Là aussi, une notion importante. Il faut savoir qu'il y a une notion de dominance au niveau des artères, au niveau de l'avant-bras et du poignet de la main. Bon, bien sûr, on a tous un côté dominant. On est soit droitier, soit gaucher, un côté qui domine plus d'autres. Il faut savoir que pour les vaisseaux aussi, au niveau de l'avant-bras et du poignet, alors les deux vaisseaux principaux, c'est l'artère radiale et l'artère ulnaire.
Et dans ces deux artères, il y a une artère qui prédomine par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'elle apporte une artère qui apporte plus de sang que l'autre. Là aussi, je vous pose une petite question. Pour vous, quelle est l'artère dominante au niveau de l'avant-bras du poignet? Est-ce que l'artère dominante, c'est l'artère radiale ou bien c'est l'artère ulnaire? Alors, la réponse est l'artère ulnaire. Je pense que beaucoup de gens pensent que c'est l'artère radiale parce que l'os radius est le plus gros et plus long il est plus gros plus volumineux que l'os ulna. Par contre, pour les artères, l'artère dominante est l'artère ulnaire. Ça veut dire que le flux sanguin apporté par l'artère ulnaire est plus important que celui apporté par l'artère radiale. Cette notion, pourquoi elle est importante? Surtout dans les lésions graves, dans les traumatismes graves où on a une section des deux artères, l'artère ulnaire et l'artère radiale. Lorsqu'on commence la réparation vasculaire, toujours commencer et privilégier la réparation de l'artère ulnaire. D'accord? C'est l'artère la plus importante. Toujours on commence par l'artère ulnaire et privilégier la réparation de l'artère ulnaire avant l'artère radiale parce que c'est elle qui apporte un flux sanguin très important. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cet exposé, c'est que les plaies de la main sont des lésions fréquentes et souvent complexes. Il n'existe pas de corrélation entre la taille de la plaie et l'importance des lésions. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, toute plaie punctiforme peut souvent entraîner des lésions importantes et justifier une prise en charge au bloc opératoire. Intérêt de l'examen clinique initial, même s'il est rendu difficile par la douleur. Une bonne connaissance de l'anatomie est primordiale pour les gens qui prennent en charge les plaies de la main au niveau des urgences et du bloc opératoire de traumatologie. Une bonne connaissance de l'anatomie s'impose. Il faut connaître l'anatomie des nerfs, des tendons, des muscles, des vaisseaux, de l'os. Une bonne connaissance de l'anatomie nous facilitera la tâche dans notre exploration chirurgicale. Alors, encore une fois, je le répète, toute plaie de la main doit être explorée au bloc opératoire. Cette exploration chirurgicale doit être minutieuse et permettra d'établir un bilan lésionnel précis et orienté le traitement. Donc, le bilan lésionnel, on l'aura une fois qu'on aura exploré au bloc opératoire. Au terme de l'examen clinique, on peut être orienté vers des lésions données, mais le bilan lésionnel complet et précis sera obtenu après l'exploration chirurgicale. La prise en charge thérapeutique et le traitement doivent obéir à un ordre bien précis. Donc, toujours commencer l'ordre chronologique du plan le plus profond jusqu'au plan pour terminer avec le plan le plus superficiel. On commence par l'os, les tendons, les nerfs, les vaisseaux et enfin la peau et le revêtement cutanée. Pour terminer, un petit mot de prévention s'impose. Un petit mot de prévention s'impose. Regardez ces images. Alors, toutes ces images sont des plaies de la main qu'on a reçues, qu'on a pris en charge au niveau du pavillon des urgences de traumatologie de l'hôpital Mustapha. Si on revient 15 ou 20 ans en arrière, les étiologies étaient dominées par les accidents de travail, surtout chez les travailleurs manuels et en particulier, par exemple, les menuisiers. On possédait beaucoup de plaies, les menuisiers. Durant ces dernières années, on a remarqué que les accidents de travail ont diminué, sûrement en raison de l'adoption des moyens de protection et peut-être l'amélioration des conditions de travail. Par contre, malheureusement, ces dernières années, on assiste à une nouvelle entité traumatologique, c'est les agressions par arme blanche, qui malheureusement sont devenues l'étiologie numéro 1. Par exemple, au niveau du pavillon des urgences de l'hôpital Mustapha, plus de 60% des plaies de la main qu'on reçoit sont occasionnées par des armes blanches. Maintenant, pour ce qui est des préventions, bien sûr, sur les lieux de travail, prévention des accidents de travail, en améliorant les conditions de travail, en sensibiliser les travailleurs sur la nécessité d'utilisation des moyens de protection et bien sûr l'implication des médecins du travail. Intérêt aussi de la prévention routière, qui devrait aboutir à une diminution des accidents de la circulation qui sont très pourvoyeurs de plaies de la main. Les agressions par arme blanche, malheureusement, sont devenues un problème et un fléau social très profond. Alors, comment les prévenir? Moi, personnellement, je n'ai pas de réponse à cette question. Si vous avez une réponse à cette question, vous me le dites.
La prévention des séquelles passe par une meilleure prise en charge initiale des plaies de la main. Et pour améliorer la prise en charge initiale des plaies de la main, il faudra absolument créer des centres spécialisés dans les urgences de la main, qu'on appelle de façon plus commune les centres SOS main. Les centres SOS main. La création de centres SOS main permettra une prise en charge optimale des plaies de la main. Alors, pour ce qui est pour les gens, j'ai dit tout à l'heure, toute plaie de la main doit être explorée au bloc opératoire. Mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait leur stage de traumatologie, je pense que vous avez vu dans les différents services qu'il est impossible de prendre en charge toutes les plaies de la main au bloc opératoire. Je vous donne l'exemple de l'hôpital où je travaille, à l'hôpital Mustapha. Durant la garde, bien sûr, on reçoit les plaies de la main. C'est vraiment variable, là. Ça va de 5 à 10 plaies de la main. Et les jours de l'Aïd, c'est vraiment 200, 300 plaies de la main, à l'aise. Et en même temps, on reçoit toute la traumatologie. On reçoit la fracture du fémur, on reçoit la fracture du rachis, la fracture de jambe, et on reçoit les polytraumatisés. On a un seul bloc opératoire et on ne peut pas se permettre de prendre en charge toutes les plaies de la main. Parfois, on opère un polytraumatisé qui nous prend 7 ou 8 heures de chirurgie et on se retrouve avec 5 ou 6 plaies de la main, voire plus. On ne peut pas les prendre en charge toutes au bloc. Généralement, ce qu'on fait, nous, c'est les plaies complexes, très complexes, on les prend au bloc opératoire. Les autres plaies, on les fait au pavillon des urgences, d'où l'intérêt de la création des centres SOS main. Je vous donne un titre d'exemple. En France, par exemple, il y a plus de 50 centres SOS main. En Afrique, il y en a aussi. Il y a nos voisins tunisiens qui ont des centres SOS main. Il y a même au Cameroun un centre SOS main. Et l'intérêt, je vous donne un exemple. Par exemple, Inch'Allah, on aura un centre SOS main à Alger. Tous les hôpitaux d'Alger, les plaies de la main, ils vont les orienter vers ce centre SOS main qui dispose d'un bloc dédié uniquement pour les urgences de la main, une équipe chirurgicale dédiée, une équipe paramédicale dédiée pour les urgences de la main, et donc du matériel aussi dédié, et donc ils pourront travailler à l'aise. Parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois on reçoit un patient polyfracturé qui nous prend plusieurs heures et on ne peut pas se permettre de prendre en charge toutes les plaies de la main. Donc, ce qu'il faut vraiment, il faut dissocier les urgences de la main des autres urgences de traumatologie. Alors, on y pense depuis plusieurs années, on y travaille avec les collègues et on espère qu'avec la volonté de tous, on pourra avoir bientôt dans notre pays des centres SOS main, plusieurs centres SOS main, pourquoi pas. Voilà, pour terminer, je vous demanderai aussi de sensibiliser les gens autour de vous, puisque c'est la période des fêtes de l'Eid, à ce que les gens fassent très, très, très attention au moment de Bihat al-Kebsh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de lésions. Je vous ai dit tout à l'heure, les pavillons des urgences de traumatologie vraiment débordent de plaies de la main durant les jours de l'Eid. Voilà, je vous dis Saha Eidkum et j'espère vous retrouver bientôt, Inch'Allah.